Avant d'en venir plus spécifiquement à l'introduction de cette dernière journée des Assises, je voudrais dire 2 mots sur le thème de ces journées, c'est-à-dire la question des résistances à l'égalité entre femmes et hommes. Nous avons en effet pensé au sein du comité de direction de l'IEC qu'en cette première année des Assises, ce thème s'imposait parce que, d'une part, chacune et chacun est bien confronté à cette contradiction entre des principes affichés d'égalité entre hommes et femmes dans notre société, fortement affichés, et la persistance dans la réalité de pratiques inégalitaires dans toutes les sphères de la vie sociale, politique, privée. Thème qui s'impose aussi parce qu'il est bien adapté au principe même des assises, qui est d'organiser une confrontation entre le point de vue du monde de la recherche et les actrices et acteurs de la société civile et politique. Du point de vue des chercheurs et chercheuses qui traitent de la question du genre, le constat des inégalités et l'analyse des résistances face au mouvement social vers l'égalité constituent en effet une thématique principale de travail. Mais pour les actrices et pour les acteurs de la société civile, la question des résistances à l'égalité est la forme même que prend cette thématique de l'égalité au sein de leur activité quotidienne. Comment surmonter un certain nombre de différences. Donc, il nous a semblé pertinent et intéressant de confronter sur cette question la proximité des préoccupations et la différence des approches entre chercheurs et acteurs. Ce thème, nous l'avons donc décliné tout au long des 5 journées qui se sont déroulées. On arrive à la 5e. D'abord, le premier jour dans le domaine de l'accès au pouvoir politique et économique, problème central s'il en est. La deuxième journée a concerné le travail et l'emploi. Le 16 juin, il a été question des résistances à l'égalité dans le système éducatif. Le 23 juin, des questions liées à la durable sexuation des pratiques sportives et corporelles chez les jeunes. Et enfin, aujourd'hui, comme une manière de reprise de l'ensemble, nous abordons les résistances intellectuelles à l'égalité entre femmes et hommes. Chacune de ces journées a été organisée suivant le même schéma, avec 2 tables rondes qui se succèdent. Chaque table ronde étant suivie d'un débat avec la salle, débat dont nous souhaitons qu'il puisse déboucher sur des conclusions, des suggestions, des propositions. Auparavant, au nom de tous mes collègues responsables des différentes journées, je voudrais remercier bien sûr Marc Lipinski et Michel Saban, sans qui nous n'aurions pas le plaisir de débattre lors de ces journées de juin dans l'hémicycle de la région Île-de-France, mais aussi toutes celles et ceux qui, au sein de la région, nous ont aidés dans l'organisation concrète de ces journées. Claudie Bodino, chargée de mission auprès de Marc Lipinski, et Isabelle Zera, chargée de mission auprès de Michel Saban, dont l'aide a été déterminante. Mais aussi les responsables de la communication, du pôle événementiel, de l'édition des documents, de la gestion de l'hémicycle, du site de la région, qui nous ont fortement appuyés pour la préparation des assises. Sans oublier Nicole Salva au sein de l'IEC, qui s'est occupée efficacement des inscriptions, et Aurélie Damas, la graphiste, qui a réalisé le programme et l'affiche. Enfin, au sein du groupe du comité de direction de l'IEC qui a piloté ces assises, Jacqueline Laufer, dont l'énergie et la diplomatie ont permis que ces assises aient lieu. Donc, passons au thème d'aujourd'hui, les résistances intellectuelles. Les intellectuels, les universitaires et ceux que j'appellerais les intermédiaires et producteurs culturels estiment souvent que la question de l'égalité entre femmes et hommes, de quelle manière qu'on la pose, ne les concerne pas.
C'est une erreur, bien entendu. Tout d'abord, évidemment, parce que l'inégalité entre les sexes reste une réalité concrète des milieux de la science, du savoir, de la culture et de l'information. Journalistes, artistes, universitaires et chercheurs n'échappent pas au contraste classique entre une base de plus en plus féminisée et des postes de responsabilité et de pouvoir toujours détenus par les hommes. On sait par exemple que même dans une discipline aussi fortement féminisée que la danse, les hommes dirigent plus de la moitié des centres chorégraphiques nationaux. Cette inégalité entre les sexes est un des facteurs parmi d'autres qui explique que l'expérience du harcèlement sexiste puisse être répandue dans le monde de la culture, dans le journalisme ou à l'université, autant que dans l'entreprise privée, et que ces mondes ne soient au fond pas plus cool ni sympas que les univers les plus soumis aux lois du management moderne. Mais c'est sous un autre angle, dont on pressent qu'il n'est pas indépendant de celui de l'inégalité professionnelle, que nous aborderons cet après-midi les résistances intellectuelles à l'égalité. Tant les disciplines du savoir que les productions culturelles créent en effet des contenus, qu'il s'agisse de théories, d'observations empiriques, de représentations, qui nous permettent de nous figurer le monde et la société, de les décrypter, d'agir sur eux. En ce sens, elles ont une importante fonction politique parce qu'elles fournissent des outils nécessaires, mais bien sûr non suffisants, pour la réalisation de l'égalité, un peu à la façon des lois. Or, dans le domaine intellectuel, la résistance à l'égalité entre femmes et hommes peut prendre des formes désespérément classiques. Prenons d'abord les disciplines académiques et scientifiques. Les résistances à l'égalité consistent en un refus de poser l'inégalité entre femmes et hommes comme problème, qui peut prendre deux formes principales. Il y a tout d'abord l'adoption d'une perspective universaliste de principe, raisonnée à partir d'un sujet neutre, ce qui fait disparaître les femmes, mais pas les hommes. Dans certaines disciplines prestigieuses comme la philosophie, l'économie ou la science politique, la réflexion reste encore très largement fondée sur des sujets sans qualité, donc implicitement masculins. Or, quelle peut être, par exemple, la portée d'une réflexion totalement neutre sur la justice ou sur le consentement ? Si l'essai philosophique de Geneviève Fraisse sur le consentement va si loin, c'est justement parce qu'il évite cette neutralité. L'historienne John Scott a bien montré que le droit de vote avait pu s'élargir un beau jour aux femmes sans que l'organisation de la citoyenneté et de la politique au masculin en soit modifiée. Peut-être bien que l'homo economicus et le sujet philosophique comprennent aujourd'hui tacitement les femmes, mais c'est à condition qu'elles ne se manifestent pas. Dans la réalité, on observe toujours une opposition entre le cœur des disciplines, relativement indifférent aux problématiques d'égalité, de domination ou de discrimination, et des versions plus critiques ou considérées comme un peu marginales qui nomment ces questions. A contrario, les progrès qui se sont produits dans les sciences sociales du travail ou dans les sciences sociales des migrations dans les dernières décennies ont consisté très largement à genrer les travailleurs et les migrants qui étaient auparavant envisagés seulement au masculin. La conséquence est évidemment un approfondissement des concepts d'emploi, d'activité ou d'effet des migrations qui bénéficient à toute la discipline. Y aurait-il des disciplines plus résistantes que d'autres à ce processus d'intégration de concepts nouveaux issus du mouvement social et du mouvement de la société? Et pourquoi? Même si les disciplines que je viens de mentionner ne se voient pas comme conservatrices, on observe toujours une tendance à préférer des renouvellements techniques plutôt que des changements impliquant de nouveaux liens entre savoir et société, ou mettant en cause les fonctionnements disciplinaires, comme par exemple le mandarinat fondé sur la hiérarchie des sexes. Une seconde forme que peut prendre la résistance intellectuelle à la question de l'égalité est l'inscription des deux sexes dans des essences radicalement différentes. Les différences entre femmes et hommes sont alors figées et immobiles, indépassables et inéluctables. L'idée que ces différences introduisent une asymétrie ou une hiérarchie ne peut pas être pensée. Ces différences sont de bonnes différences, une complémentarité qui permet d'éviter le risque fantasmé de confusion des sexes. Le masculin et le féminin deviennent des réalités ontologiques, homologues de nombreux autres couples comme le paternel et le maternel.
Les connaître permet de bien s'adapter au monde et même de résister au monde lorsque les rapports entre femmes et hommes changent. Le travail scientifique revient ici à paraphraser les différences, à les charger de sens, à en situer l'origine. Elles sont attribuées, ces différences, dans tous les cas à une nature, qu'elle soit première ou seconde, plutôt qu'à la société ou à l'environnement qui peut changer historiquement. On peut se demander comment une discipline comme la psychanalyse s'est trouvée entraînée dans cette voie conservatrice et à quelles conditions elle pourrait en sortir. De même, certains usages de la biologie du cerveau, qui appartient à l'ensemble foisonnant des neurosciences, illustrent bien comment ces disciplines bien financées peuvent fonctionner durablement à partir du pire sens commun. Pourtant, une technique comme l'imagerie cérébrale n'est évidemment pas l'ennemi des femmes. Alors comment faire pour qu'elle ne soit pas mobilisée dans des entreprises douteuses ? Passons maintenant aux représentations culturelles avec lesquelles nous sommes en contact permanent. Les journaux quotidiens et les magazines, les albums pour enfants, les manuels scolaires, télévision, publicité, films, représentations théâtrales. Elles ne constituent pas des explications du monde, elles se contentent d'en donner des images, de le mettre en histoire ou en événement. Mais on peut évidemment s'interroger sur la nature de ces images, sur le lien qu'elles entretiennent avec les réalités sociales. Il faut se livrer, par exemple, à des analyses systématiques des personnages qui y apparaissent. Les femmes sont fortement sous-représentées et celles qui apparaissent ne représentent qu'un échantillon très biaisé de la population féminine, avec un excès de femmes sans profession ou des femmes caractérisées par leur relation aux hommes ou aux enfants, plutôt que par leur inscription dans l'univers public ou professionnel. Certains groupes d'âge féminins, par ailleurs, sont très peu présents. Les représentations culturelles ne traduisent donc pas seulement les inégalités de sexe dans le monde social, elles les exagèrent. On ne peut pas en déduire que ces représentations caricaturales produiraient des effets magiques sur les individus, qui les obligeraient à se conformer aux images reçues. Mais elles produisent un mal-être, un sentiment d'étrangeté et d'inadéquation. Elles poussent les femmes à se défier des supports qui les véhiculent. L'enjeu serait ici de diffuser largement le principe de l'analyse critique des représentations comme réflexe et pratique civique, qui ne devrait pas se limiter à des réactions ponctuelles des chaînes de garde. Parmi les outils culturels, on ne saurait oublier le langage. La grammaire, le lexique et l'orthographe sont-ils conservateurs et sexistes ? Les règles d'orthographe et de grammaire sont, il est vrai, parmi les premières normes que nous apprenons. Et elles semblent installer d'emblée des formes de résistance à l'égalité entre femmes et hommes. Pourtant, il n'y a aucune fatalité à cela, comme le montre Claudie Bodino dans son essai qui vient de paraître, « Prendre la démocratie au mot », présenté avec les ouvrages récents publiés par les intervenants de cet après-midi à la table de littérature du hall d'entrée. Orthographe, grammaire et lexique sont toujours en mouvement, mais il existe des mécanismes conservateurs puissants pour encadrer l'usage et figer les règles. Dans ce domaine, comme dans d'autres, pour pouvoir agir, il faut identifier les résistances. Les changements peuvent provenir, malgré la force de l'establishment de la langue, d'une convergence entre initiatives d'en haut et initiatives d'en bas, à l'écoute de l'usage et des mouvements de la société. Des intervenantes et intervenants des deux tables rondes de cet après-midi, j'attends qu'ils nous éclairent sur les mécanismes de résistance à l'intégration d'une perspective d'égalité entre les sexes dans les disciplines intellectuelles et dans les productions culturelles, et qu'ils nous suggèrent comment on peut, sans dogmatisme, faire accepter comme normal par des disciplines et milieux soucieux de leur autonomie, une perspective critique vis-à-vis des contenus scientifiques, académiques et culturels indifférents à l'inégalité.